Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre magazine littéraire Au fil des pages. Ici, vous le savez, on parle avec joie de littérature, on échange avec des auteurs, on parle de toute dernière sortie littéraire et bien plus encore. Ce soir, on reçoit le docteur Honoré Dago qui signe son tout premier ouvrage, Mémoire d'un benguiste. Bonsoir docteur. Bonsoir Eva. Bienvenue sur le plateau. Merci. On en parle dans quelques instants avec vous. C'est vrai que le titre est peut-être trompeur. En tout cas, moi, il m'avait évoqué carrément autre chose. On verra de quoi parle véritablement l'œuvre. Pour l'heure, première rubrique avec notre très cher Renaud Kobia, qui était à Bassam pour le lancement du Festipa avec l'artiste, poète, écrivain Brigitte Sands Yodé. On regarde. Au mois de juillet 2022 se tiendra la première édition du Festival international des poètes africains Festimpa dans la ville de Soubré. Le lancement de cet événement, couplé à la présentation du recueil de poèmes « Dieu n'habite plus ici » de la fabuleuse Sandbi Yodé, s'est tenu dans la cité balnéaire de Grand Bassam le samedi 23 octobre 2021. Des journalistes, hommes de culture et amoureux du livre étaient présents à cette activité au cours de laquelle la poésie a été magnifiée. Si le Kori choisi est le grand, cela voudra dire que le feu brûlant en mon cœur palpitant éclaire le chemin de l'amour, consume les épreuves qui jalonnent le chemin de ma passion choisie. Parrain de cette cérémonie, le professeur philosophe Paul Zahiri a dit dans son intervention tout le bien qu'il pensait de l'œuvre de sa filleule et de l'événement en préparation. Vous voyez des pans de son histoire, parfois c'est triste, parfois, etc. Parce qu'elle met en œuvre sa vérité, c'est-à-dire ce qu'elle, Sandre Brigitte, quand on lit, c'est-à-dire j'arrive pas à prendre le livre pour le ranger, quand tu le dis, moi, des fois, ça m'a arraché beaucoup de tristesse. C'est une très très bonne chose. Sandbe Yodé, dit la fabuleuse, parle de son œuvre « Dieu n'habite plus ici » et du Festimpa, l'événement qu'elle prépare pour le mois de juillet. Heureux de l'initiative de ce festival, un poète présent à la cérémonie se prononce. Ce festival est la bienvenue parce qu'il y a une problématique essentielle qui se pose aujourd'hui au niveau des poètes. Faut-il répéter la poésie des Occidentaux, ou alors faut-il véritablement s'ancrer dans notre culture, dans notre terroir? Parce qu'il y a de la matière dans notre terroir. Nous avons des paroliers, nous avons des chanteurs, nous avons notre sagesse africaine qui représente un fort gisement. C'est vrai qu'il y a déjà des dévanciers qui s'en sont inspirés. Les dévanciers avaient l'avantage de comprendre leur langue naturelle. J'ai nommé par exemple Zadi Zaourou, j'ai nommé Bernard Dadier. Ces gens-là avaient l'avantage de comprendre leur langue naturelle. Malheureusement, la nouvelle génération d'intellectuels ne comprend pas. La poésie au centre de la cohésion sociale pour la promotion du lyrisme et de la littérature africaine, c'est le thème de cette première édition du Festimpa qui se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre notamment les professionnels de la littérature, de la poésie, les chansonniers, les slammeurs et les élèves. Et le Festimpa, c'est pour célébrer les écrivains, les poètes, les peintres, les artistes, toutes personnes avec un grand talent. Et je les appelle les poètes parce que être un artiste, c'est porter quelque chose de spécial. Mais moi, je les appelle poètes entre guillemets, mais je ne peux pas mettre ça entre guillemets parce que c'est une organisation que j'ai créée. Merci à Brigitte Sands Yodé et je vous rappelle d'ailleurs que cet espace est le vôtre. Je parle du JT littéraire. On est très heureux d'être en votre compagnie pour rendre compte fidèlement de vos différentes activités autour du livre. Donc pour vos conférences de presse, vos sorties littéraires ou tout simplement vos cafés littéraires, n'hésitez pas à nous solliciter. Renaud Kobia sera très heureux d'être avec vous et d'en parler sur ce plateau. Je vous le disais à l'entame de l'émission, nous allons recevoir aujourd'hui et discuter avec le docteur Dago, Honoré, qui signe Mémoire d'un benguiste. C'est son tout premier roman. Alors, ce roman, c'est un genre bien précis. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le genre littéraire, donc la poésie, qui est également un genre littéraire, et qui a de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire? Je peux dire que c'est une
bonne démarche, en fait, disons qu'à côté de la littérature qui est romanesque, et la littérature théâtrale et la littérature poétique, il va sans dire que c'est une qualité spéciale d'être poète. Qui n'est pas un poète qui veut parce que ça exige un maniement de la langue spéciale qui fait que les poètes sont, à la limite, dans le groupe des littéraires, un peu à part. Sinon, de mon point de vue, c'est un art que je n'approche pas beaucoup parce que peut-être je n'en ai pas la spécificité, mais en tous les cas, de grande qualité, quoi. D'accord, on retient d'ailleurs que le Festimpa, c'est donc le festival qui leur est dédié et j'espère qu'il aura du succès, c'est pour le mois de juillet. Vous parliez de maniement de la langue et vous êtes bien placé pour en parler parce que je l'ai dit, vous êtes docteur en lettres. Bien sûr. Alors, ça paraît facilement compréhensible, ça peut ne pas l'être, qu'est-ce qu'un docteur en lettres? Un docteur en lettres, c'est quelqu'un qui a suivi des cours globalement de lettres, on parle de lettres modernes. Il y a une différence. Voilà, on parle des lettres modernes, bien sûr, parce qu'avant, il y avait les lettres classiques qui étaient beaucoup plus basées sur le latin, le grec. Bon, dans le début de nos formations, on a fait le latin, le grec, à titre de base de la compréhension des mots. Après, la spécialisation a été en oubliant un peu le latin et le grec pour se focaliser sur des questions plus francophones. Voilà, donc, pour ça, en lettres, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'aptitude, n'est-ce pas, à comprendre la langue française et à l'enseigner et à la critiquer. Donc, il y a plusieurs rubriques à l'intérieur. Il y a la grammaire, il y a des professeurs en lettres, mais en grammaire, en stylistique, en poésie. Et moi, pour mon côté, pour ma part plutôt, je suis spécialisé dans les questions de la littérature comparée. Il s'agit d'une sorte de critique qui va au-delà de simples discours, je veux dire, qui affectent carrément les questions géopolitiques. Les questions culturelles, notamment ce qui parle des rencontres culturelles. Voilà, c'est un peu cela. Alors, vous l'avez dit, critique, j'ai retenu des mots-clés, critique, géopolitique, et qui m'ont fait tout de suite penser à cette œuvre, Mémoire de Benguis, c'est votre premier roman. D'ailleurs, comment vous décidez de vous lancer dans l'écriture? Disons qu'écrire cet ouvrage est un peu comme un appel. Je me souviens de professeur Iriebi qui parlait de cet appel-là. C'est un peu comme un appel au vu, au su, devant les crises qui affectent nos pays, nos différents pays africains. Certains soit un appel d'écrire quelque chose, pour témoigner surtout. Alors, voilà. On va parler donc de Mémoire de Benguis. On rappelle surtout que c'est une histoire fictive qui se passe dans une république fictive. Pays imaginaire. Voilà, la république massadienne. Voilà. Beng, bon, c'est pas fictif, hein, parce qu'on le sait, c'est l'appellation triviale, on dira, de l'Occident, donc de la France. Alors, il est question donc des Mémoires d'Assalé, qui est un ancien benguiste. On rentre là dans le vif du sujet, on rentre dans l'explication, voilà, de l'histoire de l'œuvre. Alors, il passe une quinzaine d'années à Paris entre études et boulot alimentaire. Et pour ses premières vacances, il décide de retourner dans son pays. Oui. Donc en République massadienne. Oui, effectivement, c'est une histoire, une fiction de l'aventure de beaucoup de jeunes Africains en Europe. Et Assalé, qui est le personnage principal de cet ouvrage, et effectivement, il est étudiant en Europe, mais pour des questions de survie, il doit travailler. Et donc, 15 ans après, il retourne au pays, parce qu'il y a longtemps, il a vraiment longtemps qu'il est resté en Europe. Il voudrait bien revenir en Afrique pour profiter, n'est-ce pas, de son pays où il y a la joie de vivre. Bon. Vous parlez déjà de son séjour, hein. Parce qu'il y a beaucoup de sous-thèmes dans cette histoire. Donc vous parlez également des conditions pas faciles de ces jeunes Africains. Oui, mais je voudrais juste lever un voile sur cette question-là, parce qu'on a tendance à penser que quand on va en Europe, c'est tout rose. Exactement. Ce n'est pas forcément tout rose. Mais encore, bien souvent, c'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Et donc, Assalé, qui vit en Europe, ne vit que dans un 6 mètres carrés, vous imaginez. Son mobilier, il le ramasse au pied de son immeuble. Il n'a pas d'argent pour le payer. Le téléviseur qu'il a, il l'a ramassé au pied de l'immeuble. Le réfrigérateur également. Donc, c'est vraiment une vie de débrouille. Mais je pense que ce n'est pas de mauvaise foi
d'aller en Europe à l'aventure. Parce qu'en retour, on comprend l'Occident. Pour construire l'Afrique, il faut comprendre l'Occident. Et ces voyages permettent aux Africains de comprendre qu'on ne leur raconte pas tous les jours ce qu'est l'Europe, mais de vivre, c'est encore important. Donc, et cette partie de l'œuvre m'a fait un peu penser à Fatou Diom, dans Le ventre de l'Atlantique, bien entendu, qui retrace comme ça le parcours donc, de son héros. Bon, on ne va pas s'appesantir plus là-dessus. On parle de notre héros à nous qui s'appelle Assalé. Voilà, donc qui après bien des galères, bien des moments difficiles, des conditions de vie qu'il n'aurait peut-être même pas dans son pays, en tout cas décide de revenir pour ses premières vacances et arrive dans une situation, à une période bien particulière. À la limite, ce sur quoi je voulais revenir sur la question de son vécu en Europe, c'est surtout l'image qu'on a de lui quand il vient en Afrique. Il doit venir en Afrique, mais pour venir en Afrique, il doit faire des mains, des pieds pour épargner énormément. En plus, il va prendre un crédit bancaire pour satisfaire les parents qui sont au pays, ses amis, les gens du quartier. Donc, il doit en quelque sorte se dépenser encore pour revenir à l'aventure, une autre aventure. De l'aventure vers l'Europe, de l'aventure vers l'Afrique. Pour qu'il satisfasse tout le monde, il faut qu'il se saigne encore à blanc. C'est une vie de privation. Finalement, la vie d'un benguiste, c'est une vie de privation pour dégager une image, pour produire une image, pour préserver une image. Celui d'un jeune qui a réussi qui a quitté la famille pauvre, qui est parti en Europe, qui a réussi. Il doit rehausser l'image de la famille, il doit payer toutes les dettes que les parents ont laissées en Afrique à son nom. Donc vous imaginez, c'est même... Parce que mon fils est benguiste, donc voilà. il peut tout se permettre. Tout le monde doit profiter de cette image-là, donc doit payer pour que ses parents, n'est-ce pas, aient l'honneur ce jour-là. Donc il vient en Europe, il vient de l'Europe, il vient en Afrique plutôt, pour profiter de ce moment-là, qui est quand même un moment exclusif dans la vie où sera dans le quartier, le benguiste que tous les enfants du quartier vont suivre. Exactement. On revient sur ce qui se passe après, hein, la situation de la République massadienne. Ce sera juste après cette rubrique dans laquelle on a tendance et on prend beaucoup de plaisir à interviewer une personnalité publique qui est parfois très éloignée du domaine littéraire, mais qui en est quand même passionnée et qui nous fait des confidences sur son œuvre du moment. On regarde. Bonjour, je suis Roland Pollmann, je suis auteur de 2 livres et dessinateur. Donc j'ai lu un livre qui m'a particulièrement marqué, c'est mon 2e livre préféré de l'année 2021. Il s'intitule « Un rien peut tout changer » par l'auteur James Clear. Alors ce livre, il m'a apporté en fait une nouvelle façon de voir la progression dans la vie, donc on va dire le chemin qui mène à la réussite, mais surtout, comment créer de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Donc je vais d'abord vous parler de ces 2 premières idées-là, donc le chemin vers la réussite, on va dire. Ensuite, comment créer de bonnes habitudes, éliminer les mauvaises et l'impact que ça a eu véritablement dans ma vie. Première idée, le chemin vers la réussite, le pouvoir des petites habitudes. On a souvent tendance à penser que pour arriver à un grand résultat, il faut fournir de grands efforts. Ce que l'auteur nous démontre, c'est que les petites habitudes, les petits efforts répétés au quotidien amènent des résultats bien plus spectaculaires. Donc, de façon chiffrée, si vous vous améliorez de 1% chaque jour, vous serez 37 fois meilleur à la fin de l'année. À l'inverse, si vous régressez d'1% chaque jour, vous serez proche de 0, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Donc, les petites habitudes, les petits changements au quotidien ont un impact énorme. Et c'est un peu ce dont le titre parle, « Un rien peut tout changer ». Et à partir de cette idée-là, l'auteur nous conseille donc de ne plus tellement nous concentrer sur nos objectifs, c'est-à-dire le résultat que nous voulons atteindre, mais sur le processus qui nous amène à ce résultat-là. Et c'est ce processus-là qui, lui, quand il est répété, fournit en fait le résultat au final qu'on veut atteindre. L'exemple, il est tout simple. Prenons par exemple 2 élèves, le premier de la classe et le dernier. Tous les 2 ont l'objectif d'être soit premier de la classe ou d'avoir une bonne moyenne. Mais ce qui fait la différence, c'est le processus. Comment est-ce qu'ils étudient chaque jour? Donc l'idée, ce sera vraiment de nous concentrer sur le processus. Et ce processus-là, c'est nos habitudes. Et comment est-ce que nous créons ces bonnes habitudes-là? Il y a 4 lois en fait pour créer de bonnes habitudes ou éliminer les mauvaises. En fait, n'importe quel comportement que nous avons suit 4 étapes bien définies. La première, c'est qu'il y a un déclencheur. La seconde, c'est qu'il y a une envie. La troisième, c'est que nous
apportons une réponse à ce déclencheur. Et la dernière, c'est que nous sommes satisfaits de notre réponse, donc nous avons envie de la répéter. Exemple tout simple. Votre téléphone sonne, c'est le déclencheur. Ensuite, vous avez envie de savoir qui vous a écrit et qu'est-ce que la personne dit. C'est l'envie. La réponse, vous regardez le message. Enfin, vous êtes satisfait de cela, donc c'est la récompense et c'est ce qui vous donnera envie de répéter ce comportement une prochaine fois. Donc, pour n'importe quelle habitude qu'on a envie de créer dans la vie, on va aussi s'intéresser à ces 4 étapes-là. Donc, première étape du déclencheur, c'est de rendre la bonne habitude évidente. Deuxième étape de l'envie, c'est de la rendre attractive. Troisième étape de la réponse, c'est de la rendre facile à mettre en œuvre. Tout ce qui est facile à mettre en œuvre est facilement répété. Et en dernière étape, on crée une récompense qui nous donne envie de répéter l'habitude. Donc, ces 4 étapes que je viens de vous décrire, moi, je les ai mises en application dans ma vie. En 2021, le premier semestre, donc de janvier à juillet, avant que je lise ce livre, j'avais seulement publié 6 dessins. Je vous ai dit que je suis dessinateur. Quand j'ai lu ce livre, j'en ai publié 83 en 4 mois. Donc, vous voyez combien de fois les chiffres ont explosé. À côté de ça, je lis par exemple tous les jours. L'an dernier, j'ai lu plus de 150 livres. Les gens me demandent, est-ce que tu avais un objectif? Je leur dis non. Je me concentre sur le process, c'est-à-dire de lire chaque jour au moins une phrase. Et donc, à force de lire, je découvre des choses comme ça aussi intéressantes que je peux mettre en application dans ma vie et progresser à la fois dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, pour finir, j'aimerais vraiment conseiller aux gens de se mettre à la lecture, de lire ce livre. Moi, il a eu un impact énorme sur ma vie, mais de lire aussi d'autres livres qui peuvent les intéresser et qui vont leur apporter le divertissement, mais aussi les connaissances nécessaires pour progresser dans leur vie. Parce que lire éclaire. Merci beaucoup. Retour sur le plateau, merci à nos personnalités qui se prêtent bien allègrement au jeu. Avant la pause, on parlait avec le docteur Dago de Mémoire d'un benguiste. Donc, on avait survolé les conditions de vie difficiles d'Assalé, qui est ici notre protagoniste, qui est ici notre héros, qui décide, après des privations, après une vie quasiment de misère pour pouvoir épargner et éblouir la famille et répondre à ses attentes, décide de rentrer pour les vacances. Absolument. Pour ses vacances. Et à la suite, quand il rentre, mais malheureusement, ce rêve, parce que revenir en Afrique sous cette auréole du benguiste. C'est un statut. C'est un statut particulier qu'il faut honorer. Donc, en revenant en Afrique, c'est notre rêve. Et malheureusement, il arrive dans ce pays imaginaire où il rencontre une crise qui va, du début à la fin, me remettre en cause ces vacances-là. Vous imaginez On précise, c'est une crise politique. Une crise politique qui va remettre en cause, n'est-ce pas, la stabilité du pays, la quiétude. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus ces vacances programmées. Or, vous imaginez le prix qu'a coûté ces vacances. 15 ans d'années de travail, privation, crédit à la banque, le rêve d'être là, et puis ce qui devait, n'est-ce pas, proposer aux parents, cette rencontre, elle n'a plus lieu. Donc vraiment, c'est une sorte de désillusion, un réel cauchemar, du rêve au cauchemar. Et malgré tout, il essaie quand même de garder des bons moments, notamment avec le couple Assamoah. Voilà, donc ces bons moments-là relèvent de philosophie de la vie de M. Assamoah. Lui également, son épouse, et lui étant également des anciens benguistes en quelque sorte. Donc ils savent ce que peut bien attendre un jeune qui vient au village. Et donc il n'a plus de famille parce que ses parents, ses amis, tout le monde est injoignable à cause de la crise. Donc il se porte au jeu et lui réserve un cadre agréable, un moment où ils vont l'entourer de toute affection, pour que finalement, ils se disent que malgré cette situation de crise, il doit passer les vacances, il doit avoir ses vacances. Donc c'est un peu une relation affective que M. Assalé et la famille, le couple Assamoah et voilà, le couple Assamoah va vraiment lui réserver. On va dire un homme providentiel en quelque sorte. Exactement, un couple présidentiel. Un couple vraiment providentiel. Et à côté du couple Assamoah, il y a également son ami Bédel et sa femme. Voilà, donc je peux dire que Assalé a la chance de profiter des gens, des amis qui ont compris sa préoccupation. Mais je veux dire qu'en même temps, c'est une sorte de leçon pour dire que dans la vie, quand on pense que tout est perdu, rien n'est perdu. Quand on pense qu'on n'a personne au-delà des océans, il y a toujours
une lueur d'espoir, toujours une famille quelque part. Donc, à ce moment qu'il revient en Afrique, où il avait pensé tout perdu, avoir tout perdu, se retrouve avec une famille, 2 familles finalement, qui vont agrémenter, qui vont occuper ses vacances, en sorte que finalement, il ne regrette pas tant que ça. Heureusement encore, il a un élément, un atout dans sa poche, c'est sa capacité d'être critique. Donc, il se dit, je suis en vacances, mais elles ne sont plus les vacances que j'ai souhaitées. Je risque de perdre mon projet. C'est comme l'entreprise qu'il a créée, qui est en train de faire faillite. Derrière, il récupère. Il ne faut jamais tomber pour tomber. Il faut tomber pour se relever. Donc, à ce moment, il se relève en pensant, Assaï se relève en pensant, mais je suis capable de rapporter les événements qui se passent. Donc, il décide de témoigner. Parce qu'il fallait finalement un objet intéressant, important pour son séjour. Tout à fait. Et viré au fiasco, à l'échec. Mais on voit là finalement sa capacité de résilience. Voilà, dans la résilience, il reconstruit sa vie et il reconstruit cette aventure-là en prenant sur lui d'imaginer encore. Et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. Très bien. Dernière pause de cette émission, on retrouve notre très cher, trop cher d'ailleurs, Renaud Kobia pour la dernière rubrique, question pour un livre. Vous en connaissez le principe. Il a des livres à vous offrir, seule condition, répondre juste aux questions qu'il vous pose. On regarde. Coucou Eva, aujourd'hui nous sommes à Abobo Doumé, vous voyez derrière nous on a la lagune Ébrié là et c'est ici, non loin de la gare des bateaux-bus qu'on va bien évidemment tester la culture littéraire de quelques personnes que nous allons rencontrer. Et aujourd'hui la question à laquelle on s'intéresse c'est qui a écrit les messagers de la paix? Et pour proposition de réponse on a Nganga Mayala, Chinua Achebe ou Jean-Pierre Mukendi. Et bien pour connaître la bonne réponse à notre question, suivez-nous, on va prendre les avis des personnes que nous allons rencontrer. Allez, on y va. Je pense que c'est Chinua Achebe. Ungala. C'est qu'elle su, c'est Ungala quelque chose. Ouais, selon moi, c'est Jean-Pierre Mukendi qui a écrit Les Messagers de la paix. Est-ce que c'est Jean-Pierre quelque chose, je ne sais pas. Et voilà, merci à Renaud qu'on retrouve très très vite sur cette même émission pour le JT littéraire et puis ensuite pour Question pour un livre. Dernière partie de l'émission également avec le docteur Dago, Mémoire d'un benguiste. Alors on le voit très très passionné quand il parle de l'œuvre, mais comme j'aime à le dire à mes auteurs, j'aimerais qu'on en garde quand même de la sève pour les futurs lecteurs, exactement, ne pas tout dévoiler. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, énormément de sous-thèmes qui sont retracés. Déjà, c'est une appréciation toute personnelle, le niveau de langue. En même temps, on a affaire à un docteur en lettres, donc le niveau de langue de l'œuvre est exceptionnel. Donc si vous aimez la langue française, vous en aimez le maniement, les tournures, n'hésitez pas à vous procurer l'œuvre Mémoire d'un benguiste. Très belle plume également, félicitations docteur. Alors pour finir, on l'a dit, hein, on va parler des différentes, ou du moins des différents niveaux d'interprétation de l'œuvre. On peut en sortir 3, mais on va parler de 2. Je vous écoute. Disons, comme j'ai l'habitude de dire, un ouvrage peut se lire à plusieurs niveaux. Cela dépend donc de la performance de celui qui lit. Si elle a un niveau de connaissance, de critique, il peut analyser l'ouvrage selon plusieurs niveaux. Oui, selon ses biais cognitifs. Voilà, philosophique, psychanalytique, sociologique. Un ouvrage peut se lire à plusieurs niveaux. Même un dessin animé. Mais moi, je voudrais, comme vous dites bien, je voudrais laisser aux lecteurs de se faire leur propre opinion sur l'ouvrage. C'est pourquoi je pense que je peux avancer sur 2 niveaux. Le premier niveau serait, n'est-ce pas, celui du récit que nous avons évoqué actuellement, avec vous tout à l'heure, celui d'un étudiant qui est parti en Europe, qui a, après ses études, voulu revenir en Afrique pour voir ses parents, tout simplement. Donc, ça devient l'histoire, à la limite, en échec d'un voyage, en échec des vacances. Mais on a vu tout à l'heure que par la magie, par la capacité du personnage principal à imaginer son avenir, a pu rebondir et ressaisir ses vacances. Le second niveau serait celui des relations internationales. Aujourd'hui, personne ne peut cacher avec la main. Et c'est tellement juste avec la situation de l'Ukraine, de l'OTAN. Voilà, donc finalement... Le livre est très actuel. Voilà, c'est un ouvrage actuel, malheureusement.
Et nous aurions bien voulu que les choses en soient différentes, autrement. Parce que nos pays ont besoin, les pays d'Afrique, les pays qui ne sont pas forcément occidentaux, ont besoin de décider par eux-mêmes. Et donc, l'ouvrage revient sur cette incapacité pour les pays africains, notamment ce pays imaginaire, de ne pas être en droit de penser par soi-même et d'épouser, n'est-ce pas, des dictats qui font que, bon, finalement, tout le monde devient faux. Les présidents deviennent faux. Second niveau de lecture, en tout cas, vous dites qu'il faut repenser ces relations internationales. Voilà. Très bien. Voilà. Le dernier volet que je peux évoquer, c'est... On avait dit 2. Bon, mais très rapidement, l'élément, c'est... En fait, ce n'est pas un ouvrage pessimiste, je vais dire. Parce qu'écrire un ouvrage où on va penser que c'est les relations, la géopolitique ou les relations internationales, ça paraît un peu dur. Mais la réalité, c'est qu'il fallait évoquer ces éléments pour savoir dans quel monde nous évoluons. Mais en réalité, c'est un ouvrage optimiste parce que l'auteur que je suis et Assalé qui est critique, peut-être on a une connivence quelque part à penser que la seule chose qui puisse permettre à ces pays, à ces zones non occidentales, de prendre leur part de responsabilité, c'est une sorte de folie. L'audace d'agir. Si vous n'avez pas l'audace d'agir, vous serez toujours au même niveau. Oui, et puis surtout, vous allez subir. Voilà. Donc, le rêve, pour moi, c'est une donnée essentielle dans ce que je fais, dans ce que Assalé prend de moi. Très bien. 266 pages, hein, une œuvre très bien écrite, je l'ai dit, signée Dr Honoré Dago. Merci encore pour votre passage sur ce plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous nos très chers téléspectateurs. Merci à Renaud Kobia. Merci également à Jacques Brou et Larios Cobon qui signaient la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même canal. D'ici là, lisez.